qu'il pourrisse seul le jour de son anniversaire. C'est une blague, a craché ma mère dans la conversation de groupe familial. Alors qu'ils crèvent de faim sans mon soutien, ai-je dit, tout en bloquant leur compte, en annulant l'hypothèque et en coupant tous les liens. Je m'appelle Marc, et j'ai 31 ans. C'est arrivé il y a seulement quelques mois, mais honnêtement, j'ai encore l'impression que c'était hier. J'imagine que quand quelqu'un vous blesse aussi profondément, le temps n'a pas d'importance. Le sentiment reste gravé. Quand j'étais enfant, j'étais toujours celui sur qui on pouvait compter, celui qui s'assurait que les cadeaux d'anniversaire étaient achetés, qui vérifiait 2 fois les plans de voyage et qui payait l'addition quand quelqu'un oubliait d'apporter de l'argent. C'était peut-être parce que j'étais l'aîné, ou peut-être que ça faisait juste partie de qui j'étais. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, c'est devenu la norme, et je ne me suis pas plaint, du moins pas au début. J'aime voir ma famille sourire. J'aime être utile. Mais avec le temps, j'ai vu qu'être le responsable ne signifiait pas être valorisé. Cela signifiait être exploité. Mon 31e anniversaire approchait. Pas un âge énorme, mais pour moi, cela signifiait quand même quelque chose. J'avais l'impression que c'était un petit point de contrôle avant d'atteindre la trentaine. Cette année avait été particulièrement difficile. J'ai perdu mon emploi, j'ai accepté des piges justes pour joindre les deux bouts, et j'ai même aidé mes parents à payer leur maison lorsque les heures de travail de mon père ont été réduites. Tout ce que je voulais, c'était juste une soirée pour être Marc, pas le plan de secours, pas le résolveur de problèmes, pas celui qui répare tout, juste moi. Alors j'ai prévu quelque chose de sympa, pas de chichi, pas extravagant. J'ai réservé une salle chaleureuse, calme et privée dans ce petit restaurant italien que j'aimais bien. J'ai payé la compte moi-même, j'ai choisi un menu fixe pour que personne n'ait à se soucier du prix, et je suis même allé plus loin. J'ai offert à chacun de petits cadeaux personnalisés, des choses qui avaient du sens pour chacun d'eux, comme un porte-clés personnalisé en forme de quille de bowling pour mon frère Paul parce qu'on passait beaucoup de temps à jouer au bowling quand on était petit, un bracelet de charme pour ma mère, comme celui qu'elle avait perdu il y a des années, et un disque vintage pour mon père qui me rappelait la musique qu'il avait l'habitude de passer le dimanche. Je voulais que ça ressemble à une célébration et à un remerciement. J'ai envoyé les invitations un mois à l'avance, messages de groupe, alerte de calendrier. J'ai fait un suivi la semaine précédente pour m'assurer que tout le monde savait où aller et à quelle heure. Les gens ont répondu par des pouces en l'air, des cœurs, et même des messages j'ai hâte. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes. Le jour est arrivé. Je me sentais nerveux, mais aussi excité. Je suis arrivé tôt au restaurant, j'ai aidé le personnel à installer les cadeaux sur chaque siège et j'ai tout vérifié une dernière fois. Le directeur a souri et a dit « Votre famille a de la chance de vous avoir ». J'ai juste ri, ressentant une petite lueur d'espoir. Je me suis dit, peut-être que cette fois, ce sera différent, peut-être que cette fois, ils seront là. 19h est arrivé. J'ai regardé mon téléphone. Pas de message, pas d'appel manqué. Je me suis dit qu'ils étaient juste en retard. Ma famille est toujours en retard. 19h30 est arrivé, toujours personne. J'ai plaisanté avec le serveur à propos de la circulation. À 20h, la sensation de naufrage dans mon estomac s'est aggravée. J'ai regardé les chaises vides, les cadeaux non ouverts devant des assiettes immaculées. À 20h15, le directeur s'est approché doucement et a dit « Monsieur, souhaitez-vous commander ? La cuisine va bientôt fermer. » J'ai hoché la tête doucement, je l'ai remercié et j'ai essayé de ne pas montrer à quel point j'étais embarrassé. J'ai emballé les cadeaux, j'ai laissé un gros pourboire pour remercier le personnel et je suis sorti dans la nuit fraîche. Je me suis assis dans ma voiture pendant longtemps, juste en regardant le volant. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je suis juste resté assis là, figé, jusqu'à ce que mon téléphone vibre. Pendant une seconde, mon cœur a bondi. Peut-être que c'était eux. Peut-être qu'ils étaient désolés. Peut-être qu'il y avait eu un malentendu ou que quelque chose de mauvais était arrivé. Non. C'était pire. Paul avait posté des photos, lui, mes parents, des cousins, tous souriant dans un bowling de l'autre côté de la ville. La légende disait « soirée en famille ». Aucune mention de mon anniversaire, pas de blague, pas d'explication, juste rien, comme si je n'étais même pas là, comme si je n'existais pas. Mon estomac s'est tellement serré que j'ai cru que j'allais vomir. J'ai fait défiler les photos, à peine capable de penser. Il y avait Paul en plein lancé avec une boule de bowling, riant en enlaçant notre cousin Anthony. Ma mère souriait,
faisant des signes de paix tout en tenant une boule de bowling rose scintillante. Mon père avait le visage rouge et avait l'air heureux en se tenant au comptoir des collations. Comme s'il ne m'avait pas dit qu'il serait là pour moi ce soir, comme s'il n'avait pas confirmé qu'il venait, n'avait pas parlé de l'importance qu'ils accordaient à cette soirée. Je suis resté assis là pendant un moment, juste en regardant mon téléphone, les lumières colorées de l'écran rebondissant sur le verre. Puis, presque comme si je n'étais pas tout à fait là, j'ai commencé à repasser tout en revue. Combien de fois j'avais payé les factures d'électricité de mes parents, combien de fois j'avais glissé de l'argent à Paul quand il disait qu'il avait du mal, combien de fois j'avais conduit loin juste pour aider à déménager, à réparer quelque chose ou à garder le chien de quelqu'un à la dernière minute, et à quelle vitesse ils m'oubliaient une fois que je ne faisais plus les choses pour eux. Je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé le volant, je n'ai pas écrit un long message pour demander pourquoi. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai déplacé des fonds, désactivé des paiements automatiques et arrêté quelques virements. Puis, une fois que tout a été mis à jour et réglé, j'ai ouvert notre conversation de groupe familial. J'ai regardé l'écran pendant un moment, sans rien taper. Puis j'ai finalement écrit « Bonne chance pour payer vos factures sans moi ». J'ai appuyé sur « Envoyer ». J'ai regardé chaque nom afficher une coche lorsqu'ils ont reçu le message. Puis j'ai verrouillé mon téléphone et je suis rentré chez moi en silence. Le lendemain matin, les messages ont commencé à arriver. Au début, c'était des blagues. Mon frère a envoyé des émojis qui rient. Ma mère a demandé si j'étais toujours contrarié par ce qu'elle appelait un petit malentendu. Mon père a même envoyé une photo de son trophée de bowling et a écrit « Winner Circle ». Comme si rien ne s'était passé. Mais à l'heure du déjeuner, le ton avait changé. « Marc, on peut parler sérieusement? Tu peux réactiver le virement? C'est juste un droit. Et, maman craque, s'il te plaît, appelle. Mec, l'hypothèque n'est pas passée. Qu'est-ce qui se passe? Marc, sérieusement, n'agis pas comme ça. » Les messages continuaient d'arriver, suppliants, essayant d'avoir l'air désolé, mais cela ressemblait plus à de la panique qu'à de la vérité. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, tremblant sur le comptoir comme s'il était vivant. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien ouvert. Après un certain temps, je me suis juste assis, en sirotant mon café et en regardant les premiers flocons de neige tomber dehors. Je ne me sentais ni fier ni suffisant. Je me sentais vidé, complètement vidé, et quelque part au fond de moi, j'ai entendu une petite pensée calme, peut-être que je n'ai pas besoin de continuer à me brûler juste pour garder les autres au chaud. Mais ce n'était pas la fin. Loin de là. Quand vous cessez d'être la personne sur laquelle tout le monde compte sans poser de questions, ils n'ont pas seulement peur, ils perdent le contrôle, et dans le cas de ma famille, ils ont commencé à faire des bêtises. Le lendemain, vers 9 h, le numéro de ma mère est apparu sur mon écran. Je n'ai pas répondu. 10 secondes plus tard, mon père a appelé. Refusé. Puis c'était Paul, puis Anthony, puis ma tante, l'un après l'autre comme des tirs de mitrailleuse, essayant de passer. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti mal de les ignorer. Je me sentais en paix. Chaque vibration me rappelait qu'il ressentait maintenant même un tout petit peu de ce qu'il m'avait fait ressentir la veille. À midi, la conversation de groupe a explosé, des captures d'écran de leurs comptes bancaires, des frais de retard, des emails d'avertissement des sociétés hypothécaires. Le paiement de la voiture de mon père a échoué, la facture d'électricité de ma mère a été signalée et Paul a apparemment essayé d'acheter quelque chose chez Best Buy, mais a été embarrassé lorsque sa carte n'a pas fonctionné. C'était comme regarder une rangée de dominos tomber, l'un puis l'autre puis l'autre. À 14 h, ma mère a envoyé un message qui aurait pu me faire rire si je ne m'étais pas senti aussi engourdi. Marc, ça devient ridicule. Arrête d'être immature. Les familles pardonnent. Répare ça. Les familles pardonnent, n'est-ce pas? À moins que ce ne soit mon anniversaire, je suppose, alors les familles vont au bowling comme si de rien n'était. Je n'ai rien répondu. J'ai juste mis en sourdine. La vérité est qu'il n'avait aucune idée de la profondeur de cette situation. Au fil des ans, surtout par commodité et, pour être honnête, par manque de jugement, je me suis lentement impliqué dans tous les aspects de leur vie financière. Je suis devenu le contact de secours pour l'hypothèque de mes parents parce que ma cote de crédit était plus forte. Je me suis inscrit comme caution pour le prêt automobile de Paul parce qu'il essayait de se remettre d'une entreprise en faillite. J'ai même mis en place des paiements automatiques pour de petites choses, le forfait téléphonique de ma mère,
l'abonnement à la salle de sport de mon père et les services de streaming dont ils profitaient tous parce qu'ils oubliaient toujours de payer et accumulaient des frais de retard. Ils n'ont jamais réalisé que la plupart de ces paiements étaient prélevés sur mon compte. Ils étaient comme des gens vivant dans une maison soutenue par des poutres cachées. Ils ne l'ont pas remarqué tant que ces poutres n'ont pas été enlevées. Le lendemain matin, je n'ai pas eu de leurs nouvelles, mais j'ai commencé à recevoir des emails des entreprises, des alertes d'annulation, des avertissements de retard. Je suis resté assis là à boire du café, en supprimant chaque message au fur et à mesure qu'il arrivait. Au 3e jour, les messages vocaux ont pris une tournure sérieuse. Plus de taquinerie, plus de messages culpabilisants sur le fait que la famille reste soudée. Maintenant, c'était la panique. Marc, s'il te plaît, rappelle-moi. On ne voulait pas te blesser, mon fils. Ta mère pleure, elle n'a pas dormi. Tu ne peux pas juste nous pardonner? On est ta famille, mec. Écoute, on a merdé, mais ne fais pas ça. Tu sais que la maison pourrait être saisie si ces paiements s'arrêtent. S'il te plaît, mec, s'il te plaît. Et pour la première fois de ma vie, ça m'a frappé, quelque chose que je pense que j'ignorais depuis longtemps. Ils ne m'aimaient pas vraiment. Ils aimaient ce que je faisais pour eux. Ils aimaient se sentir en sécurité en sachant que je rattraperais les pots cassés. Ils aimaient que je fasse disparaître leurs problèmes, même ceux qu'ils ne prenaient pas la peine de résoudre. Je n'étais pas un fils, un frère ou un cousin. J'étais un filet de sécurité, et maintenant ils tombaient sans personne pour les rattraper. À la fin de cette semaine, ma tante, celle qui essayait toujours de jouer les pacificatrices, m'a envoyé un message directement. C'était un long message désordonné sur le fait que garder de la colère n'est pas sain et que la vraie famille reste soudée dans les moments difficiles. Elle a terminé en disant « Tu punis tout le monde pour un petit malentendu. Il est temps de grandir, Marc. » Un petit malentendu? Est-ce ainsi qu'ils appellent le fait de planifier toute une soirée d'anniversaire, de tout payer, d'être excité comme un idiot, seulement pour s'asseoir seul pendant des heures pendant que votre famille rit, joue au bowling et fait comme si vous n'existiez même pas? Ce n'est pas un petit problème. Ce n'est pas quelque chose de minuscule, et quelque chose en moi, une partie qui avait été usée pendant des années, a finalement cliqué. J'ai su à ce moment-là qu'il n'allait jamais s'excuser, pas vraiment. Il n'offrirait que des excuses, de la culpabilité, de la manipulation, des demandes déguisées en amour, en guérison ou en valeur familiale. Je n'ai pas dit un mot. Je suis resté silencieux. Ce vendredi soir, je suis sorti seul pour la première fois depuis des années. Je suis entré dans une librairie tranquille, j'ai pris un nouveau roman, j'ai pris un latte dans un petit café et je me suis assis sur un banc au centre-ville, lisant sous les lampadaires. Ce n'était pas chic, ce n'était pas bruyant, mais c'était calme. Pour une fois, je ne vérifiais pas les messages. Je ne m'inquiétais pas de savoir qui avait besoin d'aide ou quelle facture je devais payer. J'étais juste moi. Pendant ce temps, chez mes parents, les choses s'effondraient. La société hypothécaire avait appelé directement, exigeant le paiement en retard. Mon père a essayé de bluffer, mais une fois qu'ils ont vérifié les chiffres et vu que les paiements automatiques avaient disparu, ils s'en fichaient. La voiture de Paul a été officiellement signalée pour reprise de possession. Les services publics de ma mère devaient être coupés lundi matin si aucun paiement n'arrivait, et le pire de tout, c'est qu'ils n'avaient toujours pas dit au reste de la famille élargie ce qui se passait. Trop fier, trop embarrassé. Alors de l'extérieur, tout semblait bien, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Samedi matin, j'ai reçu un message de ma cousine Jessica, l'une des rares personnes de ma famille que j'aime vraiment. Elle n'avait pas été au désastre du bowling, mais elle avait dû sentir quelque chose. Et Marc, je ne suis pas sûr de ce qui se passe, mais juste pour que tu le saches, je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu ne méritais pas ce qu'ils ont fait. Ce message a failli me briser, presque, mais je savais que je devais continuer, car ce qui allait suivre, disons que les choses allaient empirer pour eux. Dimanche matin, je me suis réveillé en entendant quelqu'un frapper à la porte. Pas un message, pas un appel, une vraie frappe. C'était fort, régulier et rempli d'urgence. Pendant un moment, j'ai pensé à rester au lit, à tirer la couverture sur ma tête et à laisser qui que ce soit continuer à frapper jusqu'à ce qu'il soit fatigué, mais ma curiosité a pris le dessus. Je me suis levé, je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil à travers les stores. C'était mon père. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air épuisé, petit. Ses épaules étaient affaissées, ses mains enfoncées dans les poches d'une vieille veste délavée.
Il se balançait d'avant en arrière sur ses pieds comme un enfant pris en train de se faufiler tard dans la nuit. Je ne me suis pas empressé d'ouvrir la porte. Je l'ai laissé attendre, de la même manière que j'avais attendu seul dans ce restaurant, assis à une table destinée à des gens qui ne sont jamais venus. Enfin, j'ai ouvert la porte juste d'une fente, juste assez pour voir son visage sans l'inviter à entrer. « Marc, dit-il doucement, sa voix tremblante. On peut parler ? Je me suis appuyé sur le cadre de la porte. Parler de quoi ? Il a tressailli légèrement mais a forcé un faible sourire. De la famille, de la façon de réparer les choses. Je l'ai regardé fixement. C'était l'homme qui ne m'avait même pas envoyé un simple message d'anniversaire, maintenant debout à ma porte parce que l'argent était parti, la société hypothécaire appelait et son arrangement soigneusement maintenu s'effondrait autour de lui. C'était amusant de voir à quel point la famille ne comptait que lorsqu'elle avait besoin de quelqu'un pour arranger les choses. Je ne pense pas qu'il reste quoi que ce soit à réparer, ai-je dit d'un ton calme. Il a cligné des yeux, pris au dépourvu. Sa bouche s'est ouverte comme pour dire quelque chose, puis s'est refermée. Finalement, il a réussi à dire « On a fait une erreur. » On le sait. Ta mère est malade de culpabilité, Paul aussi. Personne ne voulait te blesser. Il pensait que ce serait amusant, boule première te surprendre plus tard. Ça a juste dégénéré. J'ai levé un sourcil. Vous pensiez que me laisser seul pendant 2 heures était une surprise. Son visage s'est affaissé et il a détourné le regard avec honte. On a vraiment merdé, dit-il, la voix brisée, mais tu nous punis tous. Voilà, encore une fois, comme si j'avais commencé tout ça. Pendant un moment, j'ai envisagé de claquer la porte juste là, mais une autre idée s'est formée, plus vive, plus froide. Très bien, ai-je dit lentement, vous voulez parler de réparer les choses ? Très bien. Son visage s'est un peu illuminé. Il avait l'air plein d'espoir. Commencez par le dire à voix haute, ai-je dit. Vous tous. Tout de suite. Utilisez-moi. Il s'est reculé. Marc, c'est dur. Non, ai-je rétorqué. Dites la vérité. Sans éviter, sans tordre les choses pour me faire sentir coupable, juste la vérité pure et simple. Il s'est agité sur ses pieds, visiblement mal à l'aise. Je n'ai rien dit. Je n'allais pas l'aider. Après un long silence, il a finalement dit d'une voix basse, on s'est trop appuyé sur toi. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas ça. Dites-le clairement. Sa mâchoire s'est serrée. Ses mains étaient serrées dans les poches de son manteau. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait partir, mais alors lentement, il a dégluti difficilement et a sorti les mots « On t'a utilisé, Marc. On ne t'a pas apprécié. » J'ai hoché la tête, froid et sans émotion. Bien. C'est la première étape. Il avait l'air fatigué mais soulagé. Alors tu vas aider ? Je lui ai adressé un sourire crispé et forcé. Oh non, je n'aide pas. La première étape était d'admettre la vérité. La deuxième étape est d'apprendre à vivre avec. Puis j'ai fermé la porte lentement et fermement juste devant son visage choqué. Pas de cri, pas d'adieu brutal, juste terminé. Au moment où la serrure s'est enclenchée, j'ai senti quelque chose de lourd se soulever de mes épaules, quelque chose que je ne réalisais même pas que je portais depuis toutes ces années. J'ai appuyé mon front contre la porte, j'ai pris une respiration profonde et tremblante et je suis resté là. Pour la première fois depuis ce qui m'a semblé une éternité, j'étais libre. Mais ce n'était pas fini. Le lundi est arrivé avec un problème auquel il n'avait pas pensé. Mon nom n'était pas seulement sur les factures. Il était lié à tout. Cette hypothèque, j'étais le co-signataire. Ces sociétés de prêt, elles avaient mon numéro de téléphone dans leur dossier, et sans que j'intervienne, sans que je bloque les avis ou que j'arrange les choses, tout les a frappés directement, vite et fort. Le mardi, l'électricité de ma mère a été coupée. Le mercredi, la voiture de Paul a été emmenée juste devant la maison pour que tout le monde dans le quartier puisse la voir. Le jeudi, la banque de mes parents a officiellement entamé la procédure judiciaire pour reprendre la maison. Ce qui était étrangement satisfaisant, c'est que comme il s'était appuyé sur moi pendant si longtemps, il ne savait même pas par où commencer à réparer le désordre. Il n'avait aucune idée de la façon d'établir des plans de paiement, de demander plus de temps ou de demander de l'aide. C'étaient toutes des choses que j'avais discrètement prises en charge pendant des années pendant qu'ils agissaient comme si tout fonctionnait tout seul. J'ai regardé le désastre de loin avec Jessica qui me tenait au courant par des appels téléphoniques étouffés et je n'ai rien ressenti.
Ni culpabilité, ni doute, juste un sentiment calme et constant que c'était juste. Ils avaient des options. Ils auraient pu me traiter comme un membre à part entière de la famille, pas comme un bouton d'urgence humain. Ils ont pris leur décision, et maintenant ils devaient faire face aux conséquences. Vendredi soir, j'ai reçu un dernier message vocal de Paul. Sa voix était rauque et paniquée. Marc, s'il te plaît, mec, ils disent qu'on pourrait perdre la maison. Maman ne va pas bien, papa boit à nouveau, tout s'effondre. Tu as fait valoir ton point, d'accord? On est désolé, rappelle-moi. Je ferai n'importe quoi, n'importe quoi. C'était presque amusant de voir à quelle vitesse ils sont passés de m'appeler dramatique à supplier pour n'importe quoi, mais ça n'avait plus d'importance. J'avais déjà fait la paix avec eux, avec la situation. Ils ont choisi de m'ignorer lors d'une soirée qui comptait tout pour moi. Maintenant, ils comprendraient ce que c'est d'être ignoré, et quant à moi, j'avais un nouvel avenir vers lequel travailler, une vie où je n'étais pas seulement valorisé pour ce que je donnais, où mon anniversaire ne venait pas avec des règles cachées, où la famille n'était pas un mot que les gens me lançaient seulement quand ils avaient besoin d'aide. Cette nuit-là, alors que la première vraie neige de l'hiver tombait doucement dehors, je me suis assis près de la fenêtre avec du thé à la main, juste à regarder. Le monde était immobile, couvert de blanc, et pour la première fois depuis des années, le silence ne semblait pas froid. Il semblait paisible. Les semaines après le message vocal de Paul ont passé. Une partie de moi se demandait s'il se présenterait chez moi ou même à mon travail. Cela aurait été typique, faire une scène, prétendre être blessé, lancer de la culpabilité juste assez longtemps pour obtenir ce qu'ils voulaient, mais ils ne sont pas venus. Au lieu de cela, tout est resté silencieux, le genre de silence qui se fait lourd, prêt à se briser. Jessica m'a donné des nouvelles en morceaux, juste assez pour comprendre tout. Sans moi pour maintenir les choses ensemble, la maison s'est effondrée plus vite qu'ils ne pouvaient réagir. L'avis officiel a été affiché directement sur leur porte, jaune vif, impossible à manquer. Les voisins ont commencé à chuchoter. Les gens de l'église ont cessé de prendre des nouvelles. Même les cousins et les proches, ceux qui avaient l'habitude d'acquiescer pendant que mes parents se vantaient de la façon dont nous étions unis, ont commencé à reculer une fois qu'ils ont vu la vérité et que les choses s'effondraient partout. Maman a réussi à remettre l'électricité en marche pendant une courte période. Elle suppliait de la famille pour de l'argent d'urgence, mais ce n'était pas suffisant. Elle mettait des meubles en vente en ligne et vendait des pièces juste pour maintenir les lumières allumées. Papa a essayé de prendre plus de quarts de travail au travail, mais il était déjà trop tard. Sa réputation, autrefois solide, s'effondrait. Quand les gens ont entendu parler de la saisie, ils ne voulaient pas embaucher quelqu'un qui ne pouvait pas gérer sa propre maison. Son patron a encore réduit ses heures. Paul a dégringolé. Sans sa voiture, il a perdu les emplois qu'il utilisait pour survivre. Il est resté sur les canapés des gens pendant un certain temps, puis est retourné dans la maison en ruine avec nos parents, tous coincés ensemble, s'enfonçant lentement. Il aurait été facile d'avoir pitié d'eux, mais je ne pouvais pas avec le souvenir gravé dans ma tête d'être assis seul à cette table de restaurant, en regardant la nourriture intacte et les cadeaux que j'avais choisis avec soin pour des gens qui ont décidé que je n'avais pas d'importance. Je suis retourné en thérapie, un thérapeute différent cette fois-ci, quelqu'un qui travaillait avec des personnes confrontées au stress familial et apprenant à fixer des limites. Elle m'a aidé à voir tout plus clairement, les années de pression silencieuse, les règles tacites que je suivais par culpabilité et par peur d'être laissé pour compte. Elle m'a aidé à comprendre que partir n'était pas égoïste. C'était de la survie. Petit à petit, j'ai commencé à construire quelque chose de mieux. J'ai quitté le petit appartement où j'avais passé d'innombrables nuits à attendre ces appels d'urgence de leur part. J'ai trouvé un nouveau foyer près de la périphérie de la ville, un simple condo avec de grandes fenêtres donnant sur un parc. J'ai commencé à dire non. Pas de longues explications, pas de culpabilité, non au quart de travail que je ne voulais pas, non aux amis qui n'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin d'aide, non aux vieux schémas qui me faisaient me sentir petit. Mon anniversaire suivant s'est passé tranquillement. Pas de grandes célébrations, pas de dîner chic. J'ai passé la journée à faire de la randonnée dans les bois avec Jessica, l'une des rares personnes qui m'avait soutenu sans rien demander, et quelques nouveaux amis que j'avais rencontrés par l'intermédiaire d'un club de lecture local. Au sommet d'une colline, où nous pouvions voir des kilomètres d'arbres brillants d'or sous le soleil couchant, Jessica m'a remis un petit cadeau. C'était juste un carnet avec une couverture en cuir. Sur la première page, elle avait écrit « Tu méritais mieux. Tu le mérites toujours. À l'écriture de ta propre histoire maintenant. » J'ai ri.
J'ai pleuré un peu aussi, mais pas le genre de pleurs qui vous laisse vide. Cela ressemblait à une libération, comme la pluie qui vient après une longue saison sèche. Le dernier moment qui a fermé la porte de mon ancienne vie est survenu 6 mois après cet horrible anniversaire. J'étais au travail quand mon téléphone a vibré avec une alerte par email. C'était de la société hypothécaire. Au début, j'ai failli ne pas l'ouvrir. J'avais appris à ne plus m'en soucier, mais la curiosité m'a attiré. J'ai appuyé dessus pour l'ouvrir. La maison avait été vendue aux enchères. Un jeune couple l'avait achetée. Il prévoit de tout démolir et de recommencer à zéro. Mes parents avaient déménagé dans un petit logement locatif loin du centre-ville. Pas de balançoire sur le porche, pas de barbecue dans la cour, pas de grande réunion de famille, juste une unité de 2 chambres avec de vieux planchers et des stores cassés. Paul, d'après ce que j'ai entendu, travaillait de nuit dans une station-service, survivant à peine. Pas de voiture, pas de crédit, pas de plan de secours. J'aurais dû me sentir fier, peut-être même satisfait, mais je ne l'ai pas fait. Leur chute ne me semblait pas être une victoire. Ce n'était pas quelque chose que je voulais encadrer ou me souvenir avec fierté. C'était un rappel du prix que vous payez lorsque vous laissez les autres vous traiter comme si vous n'aviez pas d'importance et une promesse silencieuse à moi-même que je ne laisserai plus jamais cela se produire. Environ 1 an après que tout se soit effondré, j'ai reçu un dernier message de ma mère. C'était un email sans objet. À l'intérieur, juste quelques courtes lignes. Nous savons que nous t'avons blessé. Nous sommes désolés. Nous avons tout perdu, et nous t'avons perdu. Nous comprendrions si tu ne voulais plus jamais nous parler, mais si jamais tu le souhaites, la porte est ouverte. Pas de culpabilité, pas de supplication, pas de jeu, juste la vérité. Cela aurait dû ressembler à un moment de boucle bouclée, mais ce n'était pas le cas. Je n'ai pas répondu, pas parce que j'étais en colère et pas parce que je voulais les blesser. Je n'ai pas répondu parce que ce chapitre était terminé. Certaines choses, une fois brisées, ne se remettent pas en place. Certains ponts, une fois brûlés, ne sont pas censés être reconstruits, et parfois aller de l'avant signifie accepter que les excuses dont vous aviez besoin il y a des années et l'amour que vous avez toujours souhaité n'arriveront peut-être jamais de la façon dont vous l'aviez imaginé, et c'est d'accord. Parce que vous continuez. Vous trouvez de nouveaux espoirs. Vous trouvez un nouveau genre de famille, celle que vous créez pour vous-même, pas celle dans laquelle vous êtes né. Vous trouvez des endroits où vous êtes le bienvenu pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez offrir. Vous célébrez des anniversaires qui sont calmes mais honnêtes. Vous découvrez la paix, celle qui ne vous demande pas d'abandonner des parties de vous-même juste pour la garder. Aujourd'hui, quand je me souviens de cette table vide au restaurant, cela ne fait plus mal comme avant. Maintenant, cela ressemble à un tournant, un moment où, oui, je me suis assis seul, mais aussi où je me suis choisi pour la première fois, et honnêtement, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être célébré, non seulement le jour de mon anniversaire, mais chaque jour de ma vie.